projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais Sans carence. C'était à une opération l'étranger, extrêmement ni difficile. maintenant, Dans un ni pays avant. où il n'y avait plus d'État, il n'y a jamais eu d'État. Lénine avait une phrase qui était dans l'état de révolution, une phrase qui peut paraître particulièrement brutale, particulièrement incisive, mais qui me semble très intéressante. Lénine il dit « La République démocratique est la meilleure enveloppe possible pour le capitalisme. La meilleure enveloppe possible. » Et c'est vrai qu'on évolue dans cette problématique-là. On évolue face à un système qui s'est devenu une très bonne enveloppe, du moins dans un certain nombre de pays sur la planète, parce que n'oublions pas que l'enveloppe qui est permise au capitalisme dans les pays les plus riches est rarement, même si formellement elle est revendiquée, est quand même rarement étendue dans les pays les plus pauvres, où c'est souvent la dictature la plus brutale et la plus directe qui règne. Mais néanmoins, sur cette enveloppe, il y a un auteur qui s'appelle Perry Anderson, et qui, dans un travail sur Gramsci, sur Antonio Gramsci, donc dirigeant du Parti communiste italien au début des années 20, réfléchit en fait à ce que c'est que le consensus démocratique, pas Gramsci, Anderson, je ne sais pas si, pour être suivable, là c'est une citation d'Anderson, qui réfléchit à ce que c'est que le consensus démocratique, et en fait il pointe ce qui donne sa force à ce consensus démocratique justement. Il dit « Le caractère de nouveauté de ce consensus tient à ce qu'il prend fondamentalement la forme, chez les masses, d'une croyance qu'elles exercent une autodétermination définitive au sein même de l'ordre social existant. Il ne s'agit donc plus de l'acceptation de la supériorité d'une classe dirigeante, reconnue comme telle, donc ça c'était l'idéologie féodale, dit Anderson, mais plutôt de la croyance en l'égalité démocratique de tous les citoyens dans le gouvernement de la nation. En d'autres termes, il s'agit du scepticisme face à l'existence de toute classe dominante. Et effectivement, on voit que, qu'est-ce qui fait que, à toutes ces conclusions partielles sur la violence de l'État, sur son caractère en définitive antidémocratique, etc., qu'est-ce qui fait qu'on arrive peu à tirer à une grande échelle une conclusion sur la nature de cet État-là? C'est qu'il règne encore, que les classes dominantes s'arrangent à faire régner l'illusion selon laquelle, même si cette illusion est en partie entamée, l'illusion selon laquelle on serait ceux qui prendraient les décisions, à travers tout un tas de dispositifs. Le vote, des négociations, des médias qui ne sont pas interdits. C'est le simple jeu en fait, de la concurrence économique qui permet d'imposer le point de vue des classes dominantes dans les médias. Donc en fait la réflexion, à mon avis, elle doit se porter sur comment est-ce que tous ces mécanismes, toute cette enveloppe permet en réalité une arme de guerre, un dispositif de guerre contre la conscience de classe. C'est un élément intéressant, important à mon avis à retenir. Il y a un discours fameux de Victor Hugo qui cherche à convaincre de l'utilité du suffrage universel dans un contexte bien particulier qui fait qu'en réalité il se dévoile pour ce qu'il est, ce grand poète et en même temps petit bourgeois libéral qui était Victor Hugo. Victor Hugo est dans une chambre en 1850, donc 2 ans après, un an et demi plutôt après la défaite de la Révolution de 48, et dans cette assemblée, il en est l'aile d'extrême gauche. C'est pour vous dire à quel point l'assemblée était à droite. En réalité, c'est l'assemblée d'après des élections qui, si on veut comparer avec celle de 68, on aurait appelé bleu horizon. C'est-à-dire que c'est la droite monarchiste, réactionnaire qui gagne. Et Victor Hugo dit, parce qu'il cherche à convaincre ces monarchistes, ces réactionnaires, que le suffrage universel est une bonne chose, Victor Hugo dit « Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. Il leur dit « Votez, ne vous battez plus. Soyez tranquilles, vous êtes souverains. » Donc Victor Hugo il synthétise en réalité l'opération idéologique dont lui il veut être porteur, c'est-à-dire camoufler la lutte des classes par tout un tas de formes démocratiques qui sont censées en réalité la périmer. Luxembourg, sans répondre à Victor Hugo, je dirais après à qui elle répondait, a apporté une réponse assez cinglante à mon avis et qui suffit à tout ça. Elle a dit aucune loi n'oblige le prolétariat à se soumettre au jeu du capitalisme. C'est la pauvreté qui le fait. Et effectivement, aucune loi n'oblige le prolétariat, aucune loi ne fonde l'exploitation, même si les lois l'encadrent, mais en réalité, c'est la pauvreté, c'est l'absence de détention de moyens de production par la grande majorité des populations. De la population, c'est la concentration de ces moyens de production, de ces richesses dans les mains d'une minorité qui fait que la grande majorité de la population est obligée de se soumettre à l'exploitation. Mais en réalité, Luxembourg, justement, et c'est la dernière idée, ce point un petit peu sur la démocratie comme enveloppe, Luxembourg, elle ne répondait pas à Victor Hugo, qui était déjà largement dépassé au moment où elle menait le débat. Luxembourg, elle répondait à quelqu'un qui s'appelle Edward Bernstein,
et qui est l'un des plus grands dirigeants de la social-démocratie allemande à la fin du 19e au début du 20e siècle. Et Edouard Bernstein, en réalité, qui était arrivé à une conclusion, je passe sur tout le raisonnement, parce que déjà c'est un petit peu connu. Edouard Bernstein, c'est le théoricien du réformisme, de la rupture avec le marxisme pour aller vers le réformisme, vers l'idée que le capitalisme de toute façon est un système qui va progresser linéairement, et dans cette progression linéaire, le prolétariat étant la classe majoritaire, peu à peu il prendra le pouvoir, et on passera tranquillement, pacifiquement du capitalisme au socialisme. Ça c'est Edouard Bernstein. Bon, et Edouard Bernstein, il fixe comme objectif politique au parti du prolétariat, la social-démocratie, il fixe comme objectif politique la conquête de la citoyenneté universelle en élevant le prolétaire actuel à la citoyenneté. Donc un rôle d'éducation, un rôle qui n'aurait pas fait rougir Victor Hugo, pour dire la vérité, mais qui enferme en réalité le prolétariat justement dans les mécanismes de la démocratie actuelle et dans toutes leurs limites. Ça c'est un grand rêve, une grande illusion qui au cours du XXe siècle a été profondément écrasé par les événements. Ce rêve, il a volé en éclats dans la grande boucherie de 14-18, il a volé en éclats en 39-45, il a volé en éclats face au fascisme, qui a quand même recouvert l'un des principaux pays impérialistes de l'époque, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, et sous d'autres formes, tout un tas de pays en Amérique latine, et la France sous Pétain, etc. etc. Ce rêve de progression linéaire du capitalisme, dans lequel finalement s'imposerait le socialisme et la classe majoritaire, il est quand même profondément dépassé. Ce qui n'empêche pas de ne pas passer, c'est-à-dire de rester. Ce qui n'empêche pas de caractériser encore les positions de tout un tas de courants et d'imposer encore son quotidien au mouvement ouvrier à travers des partis qui sont entièrement adaptés aux élections et à l'idée qu'on remet en cause tous les 5 ou 7 ans les mandats électifs qui permettent d'accéder aux commandes de l'État, de la bourgeoisie, ou alors aux rondes de négociation qui occupent le quotidien des directions syndicales et qui les permettent de les situer de l'intérieur du régime actuel et de la démocratie actuelle. Donc tout ça m'amène à en venir maintenant à notre démocratie.